Bon, merci à tous d'être venus pour la deuxième session de ce vendredi après-midi. Nous allons commencer avec André Dazy qui va vous faire une présentation d'Open Access et d'Open Data. Donc, bonjour à tous. Je viens vous présenter en gros donc, les politiques Open Access dans le cadre de H2020. Donc pour les publications, pour les données de la recherche, et également je vous présenterai le projet OpenAir qui est une infrastructure pour justement récupérer ces données. Moi-même je suis conservateur de bibliothèque, donc je travaille pour le consortium Couperin qui gère les ressources électroniques pour l'enseignement supérieur et la recherche. Et je m'occupe également des projets européens OpenAir justement et Foster. Donc comme je vous le disais, j'ai un quart d'heure pour vous présenter l'obligation de dépôt dans H2020, publication données. J'ai rajouté un petit passage sur la loi française parce que comme elle va être votée le 27 septembre, et que ça fait maintenant, ça fait longtemps qu'on en parle, mais en tout cas plus ou moins un an et demi qu'elle est discutée entre le Sénat et l'Assemblée. Je pensais que c'était important que vous ayez des informations mises à jour là-dessus. Donc l'open access, pourquoi ? Qu'est-ce que c'est d'abord? Parce que c'est bien quand même de savoir de quoi on parle. Donc, c'est l'accès en ligne gratuit pour le lecteur, donc aux publications scientifiques revues par les pairs et aux données de la recherche. Alors, le projet européen est parfois long à se mettre en place. Donc là, ça a commencé en 2009 et en 2014, on a eu une obligation. Donc, on est passé de best effort en 2009 à must, puisque la Commission européenne, les débats se passent en anglais, comme vous savez. Alors pourquoi en fait l'open access? Donc c'est pas par philanthropie, en fait, c'est pour générer de la croissance. Donc favoriser le dialogue scientifique, pouvoir s'appuyer sur les travaux antérieurs. Donc ça permet donc de s'appuyer, comme je viens de le dire, sur les résultats des précédentes recherches, ce qui améliore la qualité des résultats. Ensuite, ça permet de promouvoir les collaborations et d'éviter la duplication des efforts, d'augmenter l'efficacité de la recherche, d'accélérer l'innovation. Donc on revient à la notion de croissance. Et également un dernier volet sur l'implication des citoyens et de la société tout entière. En quelque sorte un retour d'investissement aussi pour la société entière. Horizon 2020 donc, a mis en place l'obligation de dépôt. Donc tout bénéficiaire d'un financement de la CE pour un projet européen doit assurer un libre accès à toutes les publications qui ont été évaluées par les pairs lors de ce projet, ainsi que les liens avec ces résultats, les résultats en lien avec cette publication. Alors, je ne parle pas dans le vide, donc vous allez voir, je crois, tout à l'heure, dans l'après-midi, les modèles de convention, ainsi que les data management plans, donc je vous parlerai tout à l'heure. Donc, l'article 29.2, donc je détaille ce que je viens de dire, donc oblige en fait à un libre accès à toutes les publications dans un réservoir dédié à des publications scientifiques et l'article doit être accompagné des données qui ont servi à son écriture. Alors cette ouverture doit s'effectuer donc au moment de la parution lorsque l'éditeur le permet, et sinon donc 6 mois suivant la parution et 12 mois pour les sciences autres que dures, donc sciences humaines et sociales. Et également assurer donc le libre accès des métadonnées bibliographiques. Comme je suis conservateur, j'insiste aussi là-dessus. Donc il y a une nomenclature pour ces métadonnées bibliographiques. Je vous laisse les découvrir. Je laisserai également le PowerPoint disponible. Donc je fais un petit rappel ici parce que peut-être que, je pense que c'est clair pour tout le monde, mais
Donc, qu'est-ce qu'on peut déposer? Donc, la version publiée ou bien le manuscrit final accepté pour publication. Donc, on dépose au plus près de chez soi, donc soit dans HAL si vous avez un portail HAL, soit dans l'institution, dans votre institution si vous avez une archive institutionnelle dédiée. Et on peut également déposer dans un répertoire sujet, type archive ou autre archive reconnue. Et on peut aussi, depuis 2 ans maintenant, déposer dans l'archive Zenodo, alors qui a été créée en fait pour déposer les données de la recherche, je vous montrerai ça tout à l'heure, mais également quand on n'a aucune affiliation, on peut déposer sur Zenodo, et donc ça fait preuve aussi pour la Commission européenne. Donc les données de la recherche maintenant, donc on a vu les publications, c'est une obligation. Pour les données de la recherche, il y a une brève section qui doit être écrite dans tous les projets. Et la nouveauté pour Horizon 2020, c'est d'entrer dans un pilote, mais cette entrée est optionnelle. Et donc je vais détailler un petit peu ce qu'il faut faire pour entrer dans ce pilote. Donc c'est l'article 29.3 qui prévoit cette convention. Alors, les champs particulièrement ciblés pour le pilote donc, sont ceux qui s'affichent derrière moi. Et donc le environment, parce que je crois que c'est le PCN environment aujourd'hui. Donc, vous êtes concerné en premier lieu par ce pilote. Alors, ça se passe donc sur la base du volontariat. Et disons, ce qui est un must, c'est le plan de gestion des données, donc qu'il faut soumettre en même temps que le projet. Alors, les projets qui participent à ce pilote donc, recevront de l'aide, et notamment une aide financière, ainsi qu'une aide de soutien donc, par les institutions, et peut-être que la journée aussi d'aujourd'hui enfin, que c'est l'objet de la journée d'aujourd'hui. C'est donc le plan de gestion de données doivent expliciter donc quelles données seront générées par le projet, les éventuelles modalités d'exploitation et de mise à disposition pour vérification et réutilisation ensuite, et également des informations sur la curation et la conservation des données. Donc ce plan est exigé, comme je vous disais tout à l'heure. Alors je repars à l'extrait de modèle de convention, de subvention. Donc c'est bien déposer dans un entrepôt de données de recherche, les données y compris les métadonnées, et fournir également les informations nécessaires à la validation des résultats, ainsi qu'autant que faire se peut, les outils qui permettent de les lire. Donc ça ne change rien dans ces conventions à l'obligation de protéger les résultats, l'obligation de confidentialité, l'obligation de sécurité, l'obligation de protéger les données personnelles. Il y a une possibilité de ne pas participer, enfin de ne pas rendre disponibles les données. Donc c'est ce qu'on appelle l'opt-out. Et parfois, donc il y a une obligation de protéger les résultats, donc pour des raisons de confidentialité, de sécurité, de protection de données personnelles. Dans ce cas, donc les projets peuvent se retirer et choisir cette option opt-out. Et la philosophie, en fait, qui demeure, c'est as open as possible, as closed as necessary. Il y a déjà des petits retours qui ont été faits. Alors là, c'est les 4 diapos qui vont suivre m'ont été envoyés en fait par Célina Ramjoué de la DG Connect. Ce sont des résultats de 2015. Donc je pense que, je ne sais pas si la proportion a changé. En tout cas, le nombre de projets forcément est différent. Donc pour l'instant, il y a 65,4% des projets ciblés donc, dans les matières que je vous ai listées au début, ont choisi de participer au pilote. Et dans les autres domaines scientifiques,
il y a des gens qui ont choisi, alors qu'ils n'étaient pas concernés par le pilote, donc il y a 11,9% de ces projets qui ont choisi de participer. Voilà les raisons pour l'opt-out. Donc, voilà, bon, souvent protection pour la vie privée ou confidentialité. Alors ça, ce sont quelques retours qui devraient vous intéresser si vous montez un projet, qu'il faudrait peut-être redemander à Céline Aramjoué de vous... Enfin, il faudrait lui demander de vous en parler. Donc il faut bien expliquer en fait ce qu'on fait quand on récupère les données. Il y a parfois un malentendu en fait sur le fait que Open est forcément évalué positivement. On peut choisir aussi de ne pas rendre Open les données, mais il faut en donner les raisons bien évidemment. Il y a parfois une confusion entre la section gestion des données et le plan de gestion de données lui-même. Donc la gestion de données est obligatoire pour chaque projet et lorsqu'on entre dans l'option, il faut bien détailler le plan de gestion des données. Donc les évaluateurs ont aussi souligné qu'il y avait une flexibilité grande. On pouvait choisir opt-in, opt-out, choisir quelles données on voulait rendre accessibles, d'autres qu'on voudrait conserver, confidentielles. On a un choix assez libre. Donc participer bien sûr dans le pilote, ça aide à améliorer le pilote et les obligations futures, parce qu'en général la commission commence par un pilote et termine par une obligation. En tout cas c'est comme ça que ça se passe pour l'open access. Donc tout ne doit pas être open, donc on peut même éventuellement, le cas extrême, c'est participer au pilote et ne rien rendre open en disant c'est pas possible avec mon projet. Donc d'un autre côté, il ne faut pas toujours dire à cause de la privacy, par exemple, je retire tout, alors qu'en fait, il faut trouver un équilibre entre vie privée et protection des données, en anonymisant par exemple les données. D'autres retours, donc en tout cas c'est la commission qui insiste sur le fait que le chercheur garde son indépendance, puisqu'il a cette flexibilité. Donc il y a eu pas mal de questions aussi sur l'éligibilité et les coûts qu'on pouvait faire financer par le projet. Ensuite, donc c'est forcément en participant qu'on peut aussi influer sur ce qu'on voudrait qu'il se passe pour l'ouverture des données. Et le but global, donc c'est commencer un cercle vertueux et un changement de culture où on dépose donc l'article lui-même, les données qui ont servi à l'écrire, mais aussi tous les jeux de données qui évitent la duplication et qui peuvent être réutilisés ensuite par l'ensemble de la communauté scientifique. Alors on a, pour simplifier, donc j'ai ajouté ce schéma, donc on a la décision de partager ou pas. On peut breveter, donc dans ce cas, ça n'a pas de sens de donner accès, en tout cas dans un premier temps, aux données. Pour les publications, donc on peut utiliser la voie dorée ou la voie verte. Et donc également, maintenant, pour les données, c'est un peu la même problématique qui se pose. Alors, la loi française, elle a sa place ici parce qu'elle va quand même changer les choses en France. Donc l'article 17 indique que l'auteur dispose du droit de mettre à disposition gratuitement la version finale de son manuscrit, acceptée pour publication, même s'il a accordé des droits exclusifs à un éditeur. Donc elle sera votée, sauf coup de théâtre, par l'Assemblée nationale ce mardi prochain. Donc le délai est inspiré de l'Europe, donc on a 6 mois pour une publication dans le domaine des sciences, 12 mois dans celui des sciences humaines, avec c'est la durée maximum en fait. Donc c'est un accord qu'il faut trouver avec l'éditeur, mais on peut bien sûr raccourcir cette donnée. Et la loi stipule explicitement que les données de la recherche sont également concernées par cette loi.
Il y a un autre article qui est l'article 18 bis qui ne concerne pas l'open access mais qui vous concerne. C'est sur le texte and data mining. Donc j'ai mis les références en fin de diapo, en fin de mon diaporama. Donc vous avez tous les liens à la fin du diaporama. OpenAir maintenant. Donc je vous l'ai dit rapidement. Donc c'est une infrastructure en fait, une plateforme qui permet de récupérer toutes les publications et toutes les données. Comme il y a une obligation de dépôt, il fallait également créer une sorte de dépôt géant au niveau européen. Donc c'est ce qu'a décidé la Commission. Alors, ce n'est pas tout à fait un dépôt géant, puisque c'est une architecture distribuée donc qui va moissonner chaque archive dans tous les États. Pour l'instant, donc, il y a actuellement donc, 17 millions d'articles, 23 000 jeux de données. Donc les données, c'est quelque chose de récent. Donc ça va prendre une part de plus en plus importante, je pense. Et ces publications et données donc, sont issues de 5500 archives et journaux en open access. Donc c'est une empreinte européenne, bien sûr, même si avec le jeu des projets, il y a parfois des chercheurs, et même souvent qui sont pas forcément affiliés en Europe, plus donc Islande, Norvège, Suisse, Turquie. Alors, associé à cette plateforme, vous avez des services pour vous, chercheurs. Donc, je vais les détailler rapidement tout à l'heure. Donc, pour faciliter les rapports, pour une aide à la promotion de votre projet, et ainsi que le lien entre la publication et les données, donc qui a commencé avec OpenAir et qui maintenant, je pense, va être la norme en quelque sorte. Et également un réseau de NOAS, donc de correspondants en fait, qui peuvent répondre à vos questions ou qui peuvent vous rediriger vers les personnes ressources au sein de la commission ou en France. Un volet technique également, donc architecture distribuée comme je vous disais. Ensuite, il a fallu rendre tous les réservoirs compatibles avec OpenAir. Donc c'était une partie du travail de Couperin. Donc les résultats sont variables selon les pays. En France, ça a très bien marché parce que HAL, qui est quand même le répertoire national, a tout de suite été compatible et moissonné. Donc il y avait une forte présence française. Et ensuite, d'autres archives se sont rendues compatibles également et sont moissonnées. Actuellement, je pense qu'on peut dire que toutes les archives sont moissonnées en France, en tout cas toutes les archives principales, et on en a 34 en tout. Donc vous avez bien compris, hein, vous ne déposez pas dans OpenAir, vous déposez chez vous au plus proche, et c'est moissonné ensuite au niveau d'OpenAir. Alors ici, donc c'est une diapositive qui vous montre le site. Je sais que c'est parfois difficile d'avoir des connexions dans les amphis, donc c'est peut-être pas très lisible, mais enfin vous avez le chiffre en open access. Là c'était 13 millions parce que j'ai fait la copie 13 millions 9 il y a quelques mois. Et les données ici, donc vous avez un petit onglet, un Research Data. Donc sur les datasets, il y en avait donc 17 800 il y a aussi quelques mois. Donc je vous disais le lien entre la publication et les données, donc une copie d'écran illustrant cet exemple, l'inverse, et entre les données et la publication. Je vous engage donc à aller voir l'infrastructure OpenAir et à vous créer un compte pour avoir accès à un maximum de données. Donc il y a beaucoup d'informations donc, sur les obligations de dépôt notamment, sur les textes auxquels se référer, sur les dernières versions des textes européens, une foire aux questions également. Donc je vous parlais de la facilitation de la production de rapports. Donc, en un clic, on peut avoir toutes les publications associées à son projet. Également, pour promouvoir le projet, on peut copier-coller le code pour le réutiliser sur d'autres pages, soit page personnelle ou autre page. Alors,
Voilà pour OpenAir. Donc je vous ai parlé de Zenodo précédemment. Donc c'est un entrepôt qui a été développé par le CERN et OpenAir, donc spécifiquement pour les données de la recherche. Donc l'espace disponible est énorme. En fait, ça a été designé pour des téraoctets de dépôt. Mais on peut aussi, il y a d'autres services qui ont été développés spécifiquement pour les chercheurs, pour développer donc des communautés les chercheurs peuvent créer des communautés, voire des collections où on peut échanger tout type de documents. Donc ça, c'est le côté un peu Web 2.0 du système. Alors, c'est méconnu, je ne sais pas si vous l'utilisez. Souvent, vous préférez utiliser des réseaux sociaux peut-être plus friendly, ou en tout cas qui soient dans les habitudes ou qui soient à la mode. L'intérêt de ce système, c'est que c'est public, donc c'est de l'argent public. Donc il y a une pérennisation des données et il n'y a pas de conflit d'intérêt. Donc je tenais à insister là-dessus. Donc voilà, pareil, copie d'écran du système Zenodo. Donc vous voyez, vous avez les tweets. On peut réagir par tweet sur une publication. On peut aussi voir s'il a été blogué, combien de fois il a été tweeté, etc. On peut donc partager avec les acteurs qui se trouvent sur votre gauche. Alors, la prochaine étape, donc toujours fournie par Céline Aramjoué, donc c'est European Cloud Initiative, avec cette fois donc un environnement virtuel pour les chercheurs, pour stocker, gérer, analyser et permettre la réutilisation des données. Et comme je vous le disais également, donc en général, quand il y a un pilote, derrière il y a une obligation, donc l'obligation se profile, donc ce sera plus optionnel de déposer ces données, ce sera obligatoire et on pourra toujours faire une sortie, donc utiliser l'opt-out si vraiment on ne veut pas que les données soient disponibles. Les références dont je vous parlais, les voici, donc référence au texte eux-mêmes, à la loi. Donc dès mardi, elle sera publiée théoriquement au journal officiel. Pour l'instant, c'est la version du Sénat, mais qui est arrêtée, parce qu'il y a une commission paritaire qui s'est accordée sur le texte. Et je voulais attirer votre attention sur l'avant-dernier document, donc qui est réaliser un plan de gestion de données, qui est vraiment très bien fait, qui pourra complémenter les informations que vous allez obtenir aujourd'hui, et donc qui ont été construits par des documentalistes, archivistes et bibliothécaires pour aider à la mise en place de ces plans de gestion des données. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je suis sûr que vous avez des questions que je vais prendre avec plaisir. Merci beaucoup. Donc vous voyez que le sujet des données a été un sujet très sensible et l'Europe a beaucoup poussé pour l'ouverture. La France va aussi dans ce sens, visiblement. Avant que vous posiez des questions, franchement, je veux vraiment insister sur cette base de données qui vous permet, elle aussi, de préparer votre état de l'art, donc de compléter les bases de données projets qu'on a pu vous présenter ce matin. Donc, je peux que vous inciter à aller sur ce site et regarder un peu comment ça se passe, ce que vous pouvez utiliser et réutiliser. Merci beaucoup. Dans la partie rédaction du projet, il y a un moment qu'on doit mettre... Alors, en fait, c'est une option pour l'instant. Donc, oui. Vous pouvez choisir de le faire ou de ne pas le faire. D'accord, donc ce n'est pas obligatoire, en fait. Ce n'est pas obligatoire. D'accord. Et ce n'est pas non plus valorisé si on... Non. Ça, on m'a demandé de vous le dire aussi. Je ne l'ai pas mis dans mes diapos, mais il y a tout ce qui est gestion des données, c'est obligatoire et c'est évalué. Oui. En revanche, l'option... et le plan de gestion, ce n'est pas évalué. Ce n'est pas pris en compte dans l'évaluation, dans la note finale. D'accord, ok. Merci. Du coup, au début, vous aviez dit qu'il y avait une obligation de publication.
Et en fait, elle s'applique à qui cette obligation, si c'est une option? C'est juste pour être sûr d'avoir bien compris. Non, alors, non, justement, voilà, c'est ça. Donc, il ne faut pas confondre. Il y a d'une part les données qui ont servi à écrire l'article. Donc, quand on soumet son projet, il faut dire ce qu'on va faire des données. Donc, il faut dire 3 lignes. Moi, j'ai pas la notion mais il faut dire ce qu'on va en faire. Ensuite, ce qui est nouveau, c'est ce pilote. Donc là, on choisit en fait de faire partie du pilote ou pas. Si on choisit d'écrire un plan de gestion de données, donc d'entrer dans le pilote, on n'est pas obligé de rendre accessibles les données. On peut dire, moi, mon projet, je vais conserver les données. Éventuellement, je vais les déposer dans une archive pour qu'elles soient conservées de façon pérenne, mais j'ai besoin de 20 ans, 30 ans, enfin, etc. Mais c'est toujours intéressant pour la recherche de les avoir a posteriori sous la main. Juste peut-être pour compléter, en tout cas, moi, la manière dont je l'ai compris, c'est on n'est pas obligé de publier. Si on publie, en revanche, c'est nécessairement un open access, donc pour les publications, et ensuite il y a le volet données, donc on va forcément générer des données, et donc ces données-là, on peut décider par défaut de les rendre accessibles ou pas, en fait, si on a un motif légitime de ne pas les rendre accessibles. C'est-à-dire qu'on décide de mettre ces données à disposition ou pas, mais on part des données. Est-ce qu'on peut, dans un même projet, mettre à disposition certaines données et d'autres pas? Oui, bien sûr. Concrètement, oui. Voilà. Donc c'est les data management plans que là je choisis lesquels sont. Tout à fait. Mettons dans mon domaine, on peut monitoriser des bâtiments, donc les données un peu raw, on les met à disposition, mais ensuite les calculs que je fais, etc., puisque je vais sortir un produit commercial ou autre, je peux les garder pour moi. Bien sûr. Et tout en jouant les jeux, quoi. Voilà, vous avez parfaitement compris.